Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle rétrospective environnementale. Voici les titres. Les délestages intempestifs au Togo depuis quelques semaines. Selon la CET, la situation risque de prendre encore un peu de temps avant un retour à la normale. Se tourner vers les énergies renouvelables pourrait être un palliatif. Dans le cadre du projet Ouaka Résip, le Togo entend restaurer le chenal de Baga. Il s'agit d'une zone humide vitale de 23 km, actuellement confrontée aux impacts du changement climatique. Plusieurs actions sont prévues pour sa restauration. Nous serons en Libye. 4 mois après le passage de la tempête Daniel, le pays aura besoin d'1,8 milliard de dollars pour la reconstruction des infrastructures touchées par la catastrophe. C'est ce qu'indique un rapport publié récemment. Nous en saurons davantage sur ce rapport dans cette édition. Et puis, bonne nouvelle pour les pays africains, ils bénéficieront d'un financement de 5,5 milliards d'euros de la part du gouvernement italien pour la promotion des villes vertes. L'annonce a été faite lors du sommet Italie-Afrique tenu en janvier dernier à Rome. Depuis quelques semaines, le Togo assiste à des délestages répétitifs. La situation est aussi bien vécue dans la capitale Lomé que dans certaines villes à l'intérieur du pays. En attendant le retour à la normale, une solution pourrait être envisagée, celle de se tourner vers les énergies renouvelables peut-être. Dossier signé Alexandra Adekambi avec les images de Emeka Gatche. Nous, on est là et puis bim, c'est les coupures et tout. Et ça aura des répercussions sur nos frigos et tout, nos activités et tout. Parce qu'actuellement, nous aurons besoin de la lumière pour pouvoir fonctionner avec les internets, le wifi et tout. Maintenant, tout se joue sur Internet. Tout se joue sur Internet. Et là, on a besoin de tout ça pour pouvoir bien mener nos activités. Malheureusement que la CET, je suis désolé de le dire, ne nous donne pas assez de respect pour qu'on puisse travailler ensemble, puisque nous sommes leurs clients en fait. Tous en ont marre. D'autres expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux contre la compagnie énergie électrique du Togo. Depuis quelques jours, les coupures intempestives rugissent à Lomé. La population du Grand Lomé se voit privée de l'électricité pendant de longues heures. Cette situation complique le quotidien des citoyens, surtout en ce moment où les effets néfastes du changement climatique se manifestent à travers une intense chaleur qui ne dit pas son nom. Parce que les moments où me bedo gana, on du me bedo nando me bedo papa se. Beja kumbio, be la zola buendi uswe burung. Donc buzo buweleke. Pour faciliter ce buweleke parce que uswe songa, usnya kaka le songa we black bio. Mais de vendom. Baba jola bodena boya, baba jola boya. Barikir baba zona bazando nabla. C'est une situation très délicate. Non seulement pour la population de façon globale, mais également pour les unités de transformation, les industries. Vous êtes arrivé sur le site depuis le matin, à 7h30 ici, il n'y avait pas d'électricité. Jusqu'à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire autour de 11h actuellement, nous n'avons pas d'électricité. L'unité est bloquée et tout est arrêté. Pareil dans les maisons, les gens ont des choses à conserver, etc. Dans les marchés, les gens ont des produits à conserver, dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Donc, lorsque vous êtes en manque d'électricité, il y a un grand danger qui plane évidemment sur tous les secteurs d'activité. Et donc, ces derniers temps, ce que nous subissons, c'est quelque chose de très gravissime. Au-delà des dommages domestiques et celles au niveau des entreprises et industries, ces coupures rendent également la circulation dangereuse due au non-fonctionnement des feux tricolores. Eu égard à ces retombées et sans minimiser les impacts négatifs de l'énergie électrique sur l'environnement, devons-nous adhérer à la transition énergétique, ainsi opter pour l'utilisation des énergies renouvelables, notamment les énergies solaires photovoltaïques? En Afrique, nous avons
d'assez d'opportunités. Vous voyez, et le soleil, on n'ira pas en Europe pour aller l'acheter et tout. Nous avons plein d'opportunités ici. Le soleil, on l'a en quantité, c'est gratuit. Et là, normalement, on devrait faire quoi? Faire la promotion de ces genres d'énergie pour qu'on puisse vivre en autonomie, vous voyez. Et le courant, ou bien la CET, est-ce que la CET fait par rapport à ce que nous allons utiliser l'énergie solaire, par exemple, pour faire, ça sera bénéfique à notre niveau. Nous avons le soleil gratuitement. Pourquoi ne pas exploiter cette ressource-là pour avoir de l'énergie? D'où j'inviterai la population à aller vers ces énergies renouvelables-là, afin de compenser ce manque d'énergie-là qu'il y a. Ce sont des alternatives qui sont très appréciées. Le Togo est rentré dans la stratégie des énergies renouvelables depuis un moment. Et le Togo a fait aussi des avancées importantes dans cette stratégie en mettant en place des centrales solaires de 50 MW. Et ils sont en train d'être renforcés à 100 MW à partir de la convention signée la dernière fois avec le chef de l'État à Dubaï, à l'occasion de la COP 28. Et cette stratégie, je pense qu'elle doit être aussi accompagnée par des acteurs privés. Donc pour aller vers effectivement les énergies renouvelables, mais en sachant quand même que ces énergies renouvelables comportent de véritables coûts, des investissements assez importants, que peut-être il doit y avoir des mécanismes d'accompagnement ou des mesures d'accompagnement et d'incitation pour permettre aux gens de se tourner un peu plus vers ce type d'énergie aujourd'hui dont le Togo peut véritablement en bénéficier parce que l'Afrique a le soleil et le solaire aujourd'hui serait une opportunité assez intéressante pour les populations afin de s'orienter directement. Il est donc très capital de noter que l'utilisation des énergies solaires est une solution pour pallier deux maux, celui des dommages causés par les coupures intempestives et celui de la pollution en dioxyde de carbone. Cette énergie n'émet pas de CO2, ça protège l'environnement, c'est tellement utile et ça n'a pas aussi d'inconvénients sur la santé de l'homme. Donc c'est pourquoi nous recommandons l'utilisation de ces énergies-là pour protéger l'environnement et protéger la santé de la population. Adhérer efficacement à l'utilisation des énergies renouvelables sauvera la planète du réchauffement climatique, protégera nos vies et les générations futures. Le Togo se lance dans la préservation de son patrimoine environnemental. Selon la loi des finances, le pays bénéficie d'une allocation budgétaire sans précédent de 19 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Le fonds va servir à diverses activités. Les précisions avec Irène Akadi. Au cours d'une réunion de haut niveau entre les responsables du ministère en charge de l'environnement, tenue en fin de semaine dernière à Aniro, des discussions ont eu lieu sur les stratégies de protection et de préservation de l'environnement. L'objectif principal de cette rencontre était de définir des plans d'action concrets pour une gestion efficace de ces fonds et pour atteindre des résultats tangibles dans la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles du pays. Les discussions lors de cette réunion ont mis en évidence l'importance cruciale de canaliser ces ressources financières vers des initiatives durables et innovantes. Les responsables ont souligné la nécessité de prioriser les projets qui auront un impact significatif sur la conservation des habitats naturels, la lutte contre la déforestation, la gestion des déchets et la promotion des énergies renouvelables. En adoptant une approche holistique et participative, le Togo vise à maximiser l'efficacité de ses investissements tout en renforçant son engagement vers la protection de l'environnement pour les générations futures. À cette rencontre, les participants ont passé en revue les actions inscrites à l'agenda 2024 et défini les stratégies de leur mise en œuvre conformément au nouveau processus du programme d'investissement public.
Je vous le disais en titre, le Togo s'engage dans une initiative d'envergure pour sa protection côtière à travers le programme Waka Ezip. Au cœur de cette initiative se trouve la restauration du chenal de Baga, une zone humide vitale de 23 km qui est confrontée aux impacts dévastateurs du changement climatique. Irène Papadina. Les travaux de restauration du chenal de Baga prévus comprennent principalement le faux cadrage et le dragage de cette zone humide visant à restaurer sa fonctionnalité et à renforcer sa résilience face aux menaces croissantes. En s'attaquant aux causes profondes de la dégradation côtière, le programme Waka Ezip démontre l'engagement du Togo à protéger ses zones côtières et à répondre aux défis climatiques avec détermination et prévoyance. Les zones humides constituent à l'échelle mondiale des milieux de grande production des services écosystémiques pour l'humanité. Elles remplissent plusieurs fonctions comme les fonctions hydrologiques, à savoir rétention des eaux des bassins versants, écrêtement des crues, soutien des tillages, recharge des nappes. Les fonctions écologiques telles que la production de la biomasse, ressources alimentaires, habitat des espèces et les fonctions biogéochimiques, à savoir le cycle de l'azote, le cycle du phosphore et les puits à carbone. Dans les régions en développement, comme en Afrique subsaharienne, où s'est développée une économie de cueillette autour des ressources naturelles, les zones humides jouent un rôle économique et social très important pour les communautés locales. Elles jouent également un rôle culturel important à raison du fait que les populations riveraines ont développé des croyances axées sur les éléments de la nature comme l'eau. Il est donc nécessaire de mener des actions concrètes pour préserver les écosystèmes fragiles. La CEDEAO a dévoilé des plans visant à développer une stratégie de résilience régionale avec une coordination efficace des systèmes d'alerte précoce pour lutter contre les catastrophes dans la région. D'ici 2050, plus de 900 millions de personnes devraient être protégées contre les catastrophes, dont une majorité de moins de 25 ans. Pour en parler, Irène Papadia. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, renforce sa résilience contre les catastrophes dans ses États membres afin de réduire le nombre élevé de victimes enregistrées chaque année. Les catastrophes constituent une menace pour les efforts déployés par la région pour atteindre des initiatives mondiales et continentales cruciales, notamment les objectifs de développement durable de 2030. Plus de 900 millions de personnes devraient être touchées par ces catastrophes d'ici 2050 dans la région. Le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences NEMA, Mustapha Ahmed, l'a fait savoir lors d'un atelier de consultation pour les parties prenantes de la région le 13 février 2024 à Abuja. Malgré les efforts de la CEDEAO dans la mise en place d'initiatives telles que le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, l'agenda africain 2060, y compris le programme d'action de l'Union africaine et le traité de la zone libre-échange continentale africaine, l'agriculture de subsistance, les cultures itinérantes et le pastoralisme basés sur les mouvements saisonniers transfrontaliers du bétail du passé sont devenus insoutenables face à la croissance exponentielle de la population et à la diminution des ressources foncières. L'impact du changement climatique devrait se traduire par des situations météorologiques plus extrêmes, telles que des pluies abondantes, entraînant des inondations et des sécheresses dévastatrices, reste la menace la plus grave en Afrique de l'Ouest. En 2022, le Nigeria a connu sa pire inondation jamais enregistrée, avec plus de 665 morts, 3 181 blessés, 4 476 867 personnes touchées, dont 2 437 431 déplacés. Une campagne de prospection a été lancée au port de pêche de Monrovia, la capitale du Libéria. L'initiative est coordonnée par la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Elle consiste à évaluer les stocks halieutiques de la zone économique exclusive du Libéria en vue d'une pêche durable. Alexandra Adekambi.
Le port de pêche de Moronvia a abrité le 26 janvier 2024 la cérémonie de lancement de la campagne d'évaluation des stocks halieutiques dans la zone économique exclusive du Libéria. La mission se déroulera jusqu'au 9 février 2024 à bord du bateau de recherche scientifique marocain Hassan Al-Marakachi, long de 48 mètres et pesant 1238 tonnes. Le navire est doté de laboratoires multifonctions en acoustique, océanographie, hydrographie et en biologie marine permettant de réaliser une campagne écosystémique intégrant l'ensemble des composants de l'écosystème marin. L'équipe d'expédition est constituée de 31 personnes, dont 11 scientifiques et 20 membres de l'équipage. Elle a pour mission d'évaluer l'abondance des stocks de petits pélagiques et benthistes, ainsi que l'étude océanographique et environnementale de la zone économique exclusive libérienne en vue d'une gestion durable des ressources halieutiques par le Libéria. Le projet soutenu par le Royaume du Maroc est coordonné par la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Cette mission vise une coopération effective et active entre les États membres pour une préservation des ressources halieutiques et un développement durable des pêcheries dans les régions. Dans ces conditions, les politiques ne peuvent se bâtir que par une recherche halieutique efficace et dynamique. L'organisation regroupe 22 pays allant du Maroc jusqu'à la Namibie. Créée en 1989, elle a pour objectif de promouvoir la coopération en matière d'aménagement et de développement des pêches, développer, coordonner et harmoniser les efforts et les capacités des États membres en vue de préserver, exploiter, mettre en valeur et commercialiser les ressources halieutiques. Toujours au Kenya, 21 rhinocéros noirs vivant dans l'est du pays ont été transférés dans une nouvelle demeure à Laikipia. Ces pachydermes avaient été capturés en janvier dernier par le Kenya Wildlife Service et ses partenaires. L'opération consiste à augmenter le taux de population de cette espèce en voie de disparition. Léon Sabo. Ce projet d'aménagement du rhinocéros, le plus important du Kenya à ce jour, constitue à relocaliser le rhinocéros. Il a mobilisé des efforts minutieux pour suivre, repérer et déplacer cette espèce en voie d'extinction vers un nouveau lieu de résidence. Leur nouveau sanctuaire est un territoire vaste de 23 471 hectares, dont plus de 10 000 sont essentiellement destinés à la conservation de ce mammifère terrestre. Après des jours de transport, ces 21 rhinocéros ont été relâchés afin de les installer à la réserve de Luazaba, située dans la région de Laikipia. Rappelons que cette réserve a été témoin du tragique braconnage de rhinocéros noirs survenu il y a un demi-siècle. Le responsable de la sécurité de Luazaba Conservancy, Daniel Ole Yankere, déclare qu'il est important de réintégrer cette espèce autrefois ternie par le braconnage. Cela fait des décennies que les rhinocéros ne vivent plus ici. Il y a près de 50 ans, leur nombre a été gravement affecté par le braconnage. Aujourd'hui, notre objectif est de rajeunir ce paysage et de permettre aux rhinocéros de se reproduire afin de redonner à leur population sa splendeur d'autrefois. De nos jours, on compte près de 1000 rhinocéros au Kenya, selon le département de la faune. Tom Sylvester, le chef exécutif de Luazaba Conservancy, confirme qu'en début d'année, leur nombre est passé de 300 à 1004. Ceci constitue la troisième plus grande population de rhinocéros noirs derrière l'Afrique du Sud et la Namibie. David Ndere, chercheur au Kenyan Wildlife Service, explique que cette décision sera bénéfique pour la reproduction du rhinocéros. Une fois que la capacité de charge écologique maximale est atteinte, le taux de reproduction diminue. Par conséquent, en retirant certains animaux, nous nous attendons à ce que la population de rhinocéros augmente dans ces zones. Ensuite, nous réintroduisons cette population fondatrice d'au moins 20 animaux dans de nouvelles zones et nous nous attendons à ce que la croissance de la population se poursuive avant qu'elle n'atteigne la capacité de charge écologique. En 2022, le gouvernement kenyan a lancé un plan de rétablissement et d'action pour le rhinocéros noir dans le but d'étendre son territoire à Laikipia et Chava et d'atteindre les 2000 rhinocéros d'ici 2030 pour assurer la survie de cette espèce.
4 mois après le passage de la tempête Daniel en Libye, l'heure est à la reconstruction. Un rapport publié récemment estimé à 1,8 milliard de dollars le coût de la reconstruction dans les 20 municipalités touchées par cette catastrophe naturelle. Alexandra Adekambi nous en dit plus. La facture est salée pour la Libye. 4 mois après le passage de la tempête Daniel qui a provoqué des inondations meurtrières dans la ville de Derna, l'heure est désormais à la reconstruction. Selon le rapport d'évaluation rapide des dommages et besoins en Libye, RDN, publié récemment par la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies ONU et l'Union européenne, la reconstruction coûtera 1,8 milliard de dollars. Le rapport révèle que l'impact le plus important a été ressenti sur le logement, l'environnement, le patrimoine culturel de la Libye ainsi que les secteurs de transport et de l'eau. Le logement a été sévèrement touché avec plus de 18 500 maisons détruites ou endommagées, soit l'équivalent de 7% du parc immobilier du pays. Le bilan a été particulièrement lourd à Derna lorsque 2 barrages sur la rivière côtière Wadi Derna ont cédé sous le poids des eaux dans la nuit du 10 au 11 septembre. Bilan, plus de 11 300 morts. Selon le rapport publié récemment, près de 44 800 personnes ont été déplacées dans un premier temps, dont 16 000 enfants. L'accès aux soins de santé et à l'éducation s'est détérioré et l'insécurité alimentaire s'est accrue dans les zones touchées. Les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les migrants et les personnes âgées, ont été particulièrement touchées. Les dommages et les pertes sont estimés respectivement à 1,3 et 0,62 milliards de dollars. Le total des dommages et des pertes qui s'élève à 1,65 milliard de dollars représente 3,6% du PIB de la Libye en 2022. À Derna, la reconstruction a commencé après la remise en service de la station de dessalement de la ville. L'installation qui affiche une capacité de 40 000 m3 par jour a été réhabilitée grâce au soutien de Zneitina Oil Company, une société pétrolière et gazière basée dans la capitale Tripoli. Selon le World Resources Institute, près de 400 régions au monde, dont le Maroc, souffrent de stress hydrique extrême. Face à cette situation, le royaume chérifien a enclenché le 15 février dernier le processus de finalisation de sa stratégie nationale de planification et de gestion d'eau d'ici 2027. Retrouvons Irène Papadina. Les autorités marocaines déterminées à subvenir aux besoins en eau d'une population grandissante ont enclenché le 15 février 2024 la finalisation du plan programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Évalué à 1,15 milliard de dollars, ce projet porte sur l'amélioration de l'offre hydrique à travers la réalisation de 20 grands barrages d'une capacité de 5,38 milliards de mètres cubes, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le recyclage des eaux usées et l'exploitation du dessalement. Le Maroc figure sur la liste des pays au stress hydrique très élevé selon le World Resources Institute, avec des ressources en eau évaluées annuellement à environ 650 m3 par habitant en 2023 contre 2500 m3 en 1960. Selon la Banque mondiale, une diminution de 25% de l'approvisionnement en eau pourrait affecter négativement la balance commerciale agricole avec des pertes estimées à 611 millions de dollars par an. Au Maroc, l'agriculture représente 70% de la consommation en eau, 20% pour l'industrie et 10% pour la consommation domestique. Le climat semi-aride du Maroc a rendu le pays dépendant des aléas climatiques, caractérisé par une alternance des années humides et d'autres plus sèches. Au remplissage des barrages s'ajoute le dessalement de l'eau que le gouvernement marocain explore depuis 2016 avec 12 usines de dessalement pour une capacité de près de 118 700 m3 par jour. Ceci dans le but d'améliorer l'accès en eau potable dans le pays.
Le sommet de l'économie verte en Afrique se tient au Cap, en Afrique du Sud, depuis 21 février dernier. L'événement met en relation les investisseurs, les gouvernements et les responsables de projets d'impact afin de catalyser une transition juste et durable sur le continent. Alessandra Adekambi, reportage. Face aux conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine et aux nombreuses catastrophes naturelles qui mettent à mal les moyens de subsistance de nombreuses populations, plusieurs pays africains broient du noir. C'est dans ce contexte que l'un des événements phares du continent propose une réponse verte à l'inflation qui progresse un peu partout. Le sommet de l'économie verte en Afrique se tient du 21 au 23 février au Cap en Afrique du Sud, une ville réputée pour le dynamisme de ses 4,6 millions d'habitants. Pendant 3 jours, des élus locaux, des décideurs politiques, des startups, des entreprises et un grand nombre d'investisseurs de toute l'Afrique et d'ailleurs discuteront du thème de la mobilisation des investissements pour la croissance verte. L'objectif est d'évaluer les progrès réalisés dans les domaines de l'électromobilité et de décarbonisation industrielle qui constituent la base de la transition énergétique prônée par l'accord de Paris. Ainsi, près de 30 jeunes entreprises présenteront leurs idées et solutions écologiques et respectueuses du climat à des investisseurs enthousiastes. Ces initiatives ont attiré des startups telles que Bassigo, qui sera représenté par son cofondateur Jonathan Green. En réponse à la pollution des transports accentuée par le diesel, le lauréat 2022 du prix Killing Curve pour la transition écologique assemble des bus entièrement électriques à Nairobi, au Kenya. Un secteur très promoteur dans la mesure où la chaîne de valeur des batteries électriques devrait représenter jusqu'à 5,3 milliards de dollars si l'Afrique exploite ses réserves naturelles indispensables aux géants de l'automobile qui se convertissent déjà au tout électrique. Le stress hydrique qui assèche les récoltes et compromet l'approvisionnement en eau potable de 220 millions d'Africains sera également abordé lors du sommet, de même que l'économie circulaire. Et ce, alors que 90% des 174 millions de tonnes de déchets produits annuellement sur le continent finissent dans des décharges sauvages. Face à tous ces défis majeurs, il n'est pas étonnant que cette ambitieuse et deuxième édition de la GES ait pour partenaire le gestionnaire d'actifs Salam Investment, la Commission de l'Union africaine, qui a adopté un vaste programme de relance verte, et l'Agence américaine pour le développement international USAID, l'un des principaux financeurs de la transition écologique au sud du Sahara, pour n'en citer que quelques-uns. Les projets de plantation d'arbres à travers l'Afrique menacent les écosystèmes de l'Afrique selon une étude scientifique parue le 15 février dernier. Alors que ces projets contribuent à restaurer les forêts sur le continent africain, les scientifiques affirment qu'ils sont inadaptés et mettent en danger d'autres écosystèmes et territoires. Suivant. Les plantations d'arbres à travers l'Afrique mettent en danger des écosystèmes et endommagent les anciens écosystèmes de prairies qui absorbent le dioxyde de carbone et ne parviennent pas à restaurer entièrement les forêts épuisées. C'est ce qui ressort d'une étude scientifique publiée la semaine dernière dans la revue Science. Selon cette étude, les initiatives de restauration forestière dans les environnements inappropriés menacent un territoire grand comme la France. L'étude montre que 52% des efforts de plantation d'arbres en Afrique ont lieu dans les savanes, dont près de 60% utilisent les espèces d'arbres non indigènes, ce qui augmente le danger d'importation d'espèces envahissantes. Les chercheurs ont fait valoir que la classification erronée des écosystèmes herbeux tels que les savanes comme les forêts pourrait entraîner une replantation involontaire et la destruction de ces prairies historiques. Selon l'Institut, de nombreuses initiatives de restauration du mouvement AFR100 comprenaient la plantation d'arbres sur les terres cultivées existantes pour augmenter la fertilité des sols, augmenter la rétention d'eau et prévenir l'érosion de la couche arable. Un projet en particulier est l'initiative de restauration des paysages forestiers africains qui vise à planter des arbres sur 100 millions d'hectares de terre d'ici 2030 avec des projets majeurs prévus au Cameroun, en Éthiopie, au Mali et au Soudan.
Un effort soutenu d'ailleurs par le gouvernement allemand, la Banque mondiale et le World Resource Institute, une organisation à but non lucratif. Les scientifiques ont averti que l'initiative vise à planter des arbres dans des environnements non forestiers tels que les savanes et les prairies, ce qui pourrait perturber ou détruire des écosystèmes entiers. Pour les auteurs de la région, il faut nécessairement agir pour éviter une situation dans laquelle la savane se retrouve derrière les arbres où ces précieux systèmes herbacés sont irrévocablement perdus. Kat Parr, professeur d'écologie tropicale à l'université de Liverpool et auteur de l'étude, a déclaré que la restauration des écosystèmes est nécessaire et cruciale, mais qu'elle doit être effectuée d'une manière adaptée à chaque système. Les habitats non forestiers tels que les savanes sont classés à tort comme les forêts et nécessitent donc la restauration. Dans le reste de l'actualité, lors du sommet Italie-Afrique tenu le 29 janvier dernier à Rome, le gouvernement italien a annoncé un plan d'investissement de 5,5 milliards d'euros pour soutenir le développement de l'Afrique. Ce soutien prendra en compte les énergies renouvelables, les projets d'efficacité énergétique, l'eau et l'assainissement. Ceci fera suivant les dispositions du projet conjoint Ville verte pour l'Afrique. Les détails avec Alexandra Adekambi. La première ministre italienne Giorgia Meloni lance un appel en faveur d'un nouveau partenariat italien avec l'Afrique. Le temps a été donné lors du sommet Italie-Afrique qui s'est tenu le 29 janvier 2024 à Rome. La dirigeante italienne a annoncé diverses initiatives destinées à renforcer les liens économiques et à créer un pôle énergétique pour l'Europe tout en freinant les migrations africaines vers l'Europe. Ces initiatives comprennent un engagement initial de 5,5 milliards d'euros, garanties comprises. À travers la facilité de financement du processus de Rome, le gouvernement italien s'engage également à fournir 100 millions d'euros pour soutenir les infrastructures en Afrique, en particulier les énergies renouvelables, les projets d'efficacité énergétique, l'eau et l'assainissement, les initiatives agricoles ainsi que la formation professionnelle et la création d'emplois. Dans son intervention, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a remercié le gouvernement italien d'avoir convoqué ce sommet qui vise à promouvoir un véritable partenariat avec l'Afrique et à faire en sorte que le continent reste au cœur des débats pendant la présidence italienne du G7, le groupe de discussion et de partenariat économique des plus grandes puissances du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondiale, puis 45% de 2019, à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le directeur général de la FAO a également exprimé sa gratitude à l'Italie, qui, au travers des divers soutiens financiers annoncés, collabore au projet conjoint Ville verte pour l'Afrique, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Ville verte de la FAO.
FAO. Le programme régional Ville verte de la FAO pour l'Afrique vise à répondre à l'urbanisation croissante du continent et à la pression qui en découle sur les systèmes agroalimentaires. Il vise également à améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la qualité de vie dans des zones urbaines et périurbaines. Selon la FAO, d'ici à 2030, 70% de la population mondiale devrait vivre dans des villes. Et 90% de cette augmentation se produira en Afrique et en Asie, ce qui mettra à rude épreuve les systèmes agroalimentaires. Milan, la capitale économique italienne, bat le triste record des villes les plus polluées. Elle est classée 3e ville la plus polluée au monde par la société suisse ICR. Les autorités s'inquiètent et prennent des mesures strictes pour corriger le tir. Depuis le début de l'année, les alertes sur la qualité de l'air de la ville de Milan en Italie se multiplient et inquiètent. Le 18 février dernier, l'entreprise suisse ICR fournit un classement mondial des villes les plus touchées par la pollution de l'air, dans lesquelles Milan est placée la 3e la plus polluée au monde. La ville de Milan a depuis été rétrogradée dans ce classement en direct, mais apparaît toutefois dans les villes les plus polluées. Presque un mois largement au-dessus de normes autorisées, les données sont jugées toutefois peu fiables selon certains médias italiens. Depuis le début de l'année, pendant presque un mois, Milan était au-dessus des normes autorisées pour les particules fines, jusqu'à 30 fois au-dessus de la limite les jours les plus sombres. La capitale économique de l'Italie paie les conséquences de son activité, industrie, densité de population, circulation, élevage intensif dans la région. En 2022, l'Agence européenne pour l'environnement a publié un rapport sur la pollution des villes en Europe. Les données sur la qualité de l'air collectées par l'AIE sont inquiétantes pour tous les pays membres de l'Union européenne et plus particulièrement pour l'Italie. Parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne, on retrouve l'Italie avec 11 de ses villes dans le classement des 20 plus polluées de l'Europe. D'après le classement global de 344 villes étudiées de la meilleure à la pire grande ville d'Italie est Milan avec 19,8 microgrammes par mètre cube. Malgré tout, certaines villes de l'Italie se distinguent pour leur air pur. Et pour terminer, dans le cadre d'un programme de financement climatique, le Royaume-Uni a garanti un prêt de 239 millions de dollars de la Banque africaine de développement en faveur de l'île Maurice et le Bénin. Ce financement permettra la construction d'infrastructures énergétiques et d'assainissement notamment. Le point avec Alexandra Adekambi. Dans le cadre du programme Run to Run, la Banque africaine de développement prête 239 millions de dollars au Bénin et à Maurice. Ce financement climatique, garanti par le Royaume-Uni, accompagnera la lutte contre les inondations au Bénin. Les deux partenaires au développement consacrent ainsi 129 millions de dollars au projet d'assainissement pluvial des villes secondaires. Cette initiative du gouvernement béninoise vise à construire des ouvrages primaires de drainage d'eau et de ruissellement vers des usotoires. Il est mis en œuvre dans les villes de Porto Novo, Abomey-Calavi, Boyikon, Abomey, Ouida, Sémékondi, Parakou et Natitengu. Financé également par la Banque ouest-africaine de développement, la Banque européenne d'investissement et la Banque islamique de développement, le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires vise aussi à réduire la prévalence aux maladies hydriques dues aux inondations. À l'île Maurice, la Banque africaine de développement et le Royaume-Uni financent 110 millions de dollars dans le cadre du programme Home to Run pour le projet de sous-station avec appareillage de commutation à isolation gazeuse. Selon l'institution financière panafricaine, cette initiative jettera les bases d'une intégration efficiente et efficace des énergies renouvelables variables grâce aux investissements nécessaires à l'expansion du réseau, ce qui renforcera la fiabilité du réseau national et permettra l'installation, l'interconnexion
et l'absorption des énergies renouvelables par le réseau électrique national. Cela permettra à Maurice de poursuivre sa trajectoire de transition énergétique, permettant l'intégration des énergies renouvelables et la réalisation de l'objectif de 60% d'énergie renouvelable dans le mix de production d'électricité d'ici à 2030. Actuellement, Maurice affiche une capacité installée de 876 MW, dont 498 MW produits par le Central Electricity Board et le reste par des producteurs indépendants d'électricité. La majeure partie de l'électricité consommée à Maurice est produite par des centrales électriques fonctionnant au fioul et au charbon selon le CEB. Le pays dispose aussi d'installations hydroélectriques capables de produire 60 MW, soit 4% de son mix électrique. Mais la donne est sur le point de changer dans ce pays insulaire situé au large de l'Afrique de l'Est. C'est grâce à de nombreux projets en cours, notamment celui de l'entreprise française Care, qui veut déployer 60 MW de capacité solaire. Sa compatriote Green Yellow a lancé en juillet 2023 la construction de sa centrale solaire d'arsenal de 10 MW. C'est la fin de cette édition réalisée par la rédaction de Green TV International. Merci à vous qui nous suivez. Excellent week-end à tous.